Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Christophe Barbier à l'occasion de la parution de son nouveau roman « La montre d'Hitler », coécrit avec Yves Azéroal et publié chez Studio Fact Éditions. Bonsoir Christophe Barbier. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Quelques mots de présentation pour débuter, même si on vous connaît. Vous êtes une voix familière de nos auditeurs. On vous retrouve régulièrement dans les médias juifs, chez nos confrères de Radio J ou dans Actu J. Journaliste et éditorialiste reconnu, vous êtes également un passionné de scène, comédien, dramaturge, auteur d'une quinzaine de livres et d'une dizaine de pièces de théâtre. Et dans ce roman, vous mêlez d'ailleurs vos deux univers de prédilection, l'histoire politique et le théâtre. Et c'est précisément de ce croisement entre l'histoire et la fiction, entre la mémoire et le romanesque, qu'est né ce livre, La montre d'Hitler, publié, on l'a dit, chez Studio Fact Éditions. Et si le passé n'avait pas dit son dernier mot ? C'est la question vertigineuse qui traverse ce thriller historique inspiré d'un fait réel, la mise en vente, il y a quelques années, d'une montre ayant appartenu à Adolf Hitler, une montre qui, dans votre roman, devient le point de départ d'une intrigue haletante. De Paris à Berlin, de Berchtesgaden au coffre-fort d'une banque suisse, deux destins se croisent, deux héritages se répondent, celui d'une jeune comédienne française et celui du petit-fils d'un ancien nazi. Et derrière cette aventure se jouent les grandes questions de la mémoire, de la culpabilité et de la résurgence du mal. Alors je le dis sans détour, j'ai beaucoup aimé votre roman. Merci Sandrine. C'est un livre que je recommande chaudement à nos auditrices et à nos auditeurs de la fréquence juive. L'écriture est fluide, précise, d'une grande efficacité et son rythme narratif en fait une œuvre qui happe le lecteur. Mais au-delà du suspense, on y trouve une réflexion profonde sur la mémoire et la transmission servie par deux plumes complémentaires. On peut dire un mot de Yves Azéroal. On le connaît bien ici, on l'a reçu déjà à plusieurs reprises, notamment pour son livre Moufti et Faubourg Montmartre. Il est romancier, essayiste, documentariste et scénariste, et il aime explorer les zones d'ombre de l'histoire contemporaine avec les tensions entre mémoire et oubli. Alors la première question, j'ai été un petit peu longue dans cette présentation, tout commence avec cette montre, un objet bien réel appartenant à Hitler, vendu récemment aux enchères. C'est un détail de l'histoire, mais un détail fascinant. Et ne dit-on pas que le diable est dans les détails ? D'où cette première question. Pourquoi et comment ce fait divers, à partir de cet objet vendu aux enchères, vous a-t-il inspiré ? C'est Yves qui avait repéré dans une revue spécialisée sur les montres la mise en vente de cette montre. Au départ, c'était un inconnu qui se proposait comme intermédiaire pour mettre en contact des propriétaires d'une montre ayant appartenu à Hitler et d'éventuels acheteurs. Il a contacté cet intermédiaire. La vente était compliquée. C'est compliqué, heureusement, de faire circuler comme ça des reliques nazies. Et cette montre s'est retrouvée aux États-Unis, dans un état où il est plus facile de faire ce genre de vente. Et elle a été vendue en juillet 2022 pour plus d'1 million de dollars. Ça, c'était la partie réelle qui était le début d'une enquête pour Yves. Il pensait à un documentaire, il pensait à un livre d'enquête. Quand on a tiré le fil, on s'est rendu compte que derrière, il y avait un immense trou noir entre le début de cette histoire, quand un soldat français récupère la montre à Berchtesgaden au début du mois de mai 1945, et la mise en vente. Cette montre a disparu, elle est restée dans la famille de ce soldat, elle a circulé un tout petit peu au sein de cette famille, mais on n'en avait plus entendu parler. Et nous avons décidé d'investir cette zone d'ombre pour voir tout ce qui pourrait être imaginé, qui serait faux, mais qui ferait sens autour de cette montre ayant appartenu à Adolf Hitler. Donc on est reparti de la réalité de cette montre. Quand est-ce qu'on l'a offerte au Führer ? Qu'est-ce qu'elle signifiait ? Qu'est-ce qu'elle pouvait cacher ? Et puis on a inventé. Alors on a inventé d'abord une pièce de théâtre avec Yves. On a fait plusieurs versions de cette pièce de théâtre. On a fait une lecture, elle est toujours d'ailleurs existante. Elle peut être à disposition d'un théâtre qui voudrait la monter. Et puis assez vite, en parallèle à la pièce, on a construit un roman. Et même plusieurs romans parce qu'on a fait plusieurs versions alternatives avant d'aboutir à celle qui a été publiée par Studio Fact Éditions. Donc on a vécu 3 ans en fait avec cette montre et l'imaginaire un peu sulfureux qu'elle pourrait transporter. Il y a une question évidemment qui intrigue. Comment on écrit un livre à 4 mains, à 2 voix ? Quand on vous lit, l'impression d'une voix unique prévaut, le style est très homogène, il n'y a pas de rupture dans le ton et l'écriture. Comment on se répartit le travail ? Alors on a travaillé l'un après l'autre, on n'a pas voulu se mettre à 4 mains, d'abord parce qu'on a des emplois du temps qui étaient assez inconciliables, et donc Yves a commencé par faire une première partie extrêmement historique. Il y avait tout le détail de la prise de Berchtesgaden, tout le détail de l'anniversaire d'Hitler en 1933, le 20 avril, quand on lui offre cette montre, avec tous les nazis qui étaient derrière ce cadeau. Donc ça a été un matériau qui était
puissamment historique et il a tracé des sillons pour une fiction éventuelle. Il avait d'ailleurs fait une fiction assez hollywoodienne avec la grande aventure et le grand souffle de l'épopée. Ensuite, moi, j'ai récupéré ce matériau, j'ai décalé dans le temps, j'ai ramené cette action en 1990 parce que je voulais que ça soit concomitant du cimetière juif profané à Carpentras, qui pour moi, j'étais à l'époque jeune journaliste, était le moment d'une résurgence d'un antisémitisme à la barbarie la plus totale et enraciné dans le néonazisme et dans la nostalgie du nazisme. On n'était pas encore dans l'antisémitisme que l'on connaît aujourd'hui, importé du Proche-Orient. Et donc j'ai décalé l'action et j'ai repris le fil de cette narration et j'ai écrit donc une autre version, une autre histoire où j'ai introduit notamment ce qui est à la fin, c'est-à-dire quel est le trésor des nazis que cette montre permet de retrouver. Et puis Yves est repassé après moi et on a comme ça joué un peu au ping-pong avec cette intrigue, mais assez vite elle a trouvé sa stabilité. Moi j'ai mis le dernier liant et il a mis le dernier vernis et ça y est, on a publié. Alors on a beaucoup parlé, vous avez beaucoup parlé de cette montre d'Hitler qui est le point de départ, c'est aussi l'incipit, mais il y a quelque chose de plus dans ce thriller, c'est le fait de toucher, d'atteindre quelque chose de très humain, le poids du passé, la honte héritée, la culpabilité, mais aussi la possibilité du pardon. Il y a évidemment beaucoup de questions d'aborder la Seconde Guerre mondiale. Vous avez choisi cette approche intime entre deux destins croisés, d'une Française et d'un petit-fils de nazi. Est-ce que c'était facile de construire ce récit à partir de ces éléments-là ? La partie narration, rocambolesque, les épisodes, c'était assez facile. On a veillé avec Yves simplement à ne pas avoir d'incompatibilité, d'incohérence. Il fallait pas qu'on puisse nous dire « mais s'il se passe ça, page 152, il peut pas se passer ceci, page 212 ». Donc on a été très vigilants là-dessus, mais finalement c'était assez rationnel à partir du moment où on avait les éléments de notre intrigue. Ce qui a été beaucoup plus difficile pour moi, c'est ce que vous évoquez. C'est cette introspection, c'est ce ressenti des deux jeunes héros qui n'ont donc pas connu la guerre. Un jeune Allemand qui est le petit-fils de l'aide de camp du Führer. Son grand-père a disparu, on le présume mort. Il réapparaît en 89 parce que les prisons de l'Est s'ouvrent. Et il y a encore quelques anciens nazis qui étaient gardés prisonniers à l'Est du mur de Berlin. Et puis, cette jeune Française qui, elle, au contraire, a vécu avec un grand-père qui était dans la 2e DB, mais qui parlait pas trop de sa guerre. Elle a vécu plutôt dans l'amnésie. C'était le passé, c'était la guerre, on passe à autre chose. Les voilà tous les deux rattrapés. L'un parce que son grand-père nazi ressurgit, et il veut connaître ce grand-père. Et il veut l'amener à la rédemption. Il veut l'amener vers le remords. Et puis elle récupère à la mort de ce grand-père, soldat de la 2e DB, cet objet, elle récupère cet héritage, et elle se fait happer par ce devoir de ne pas laisser ça dans un tiroir, mais d'aller chercher la vérité qui est derrière cet objet. Et ça a été plus difficile pour moi d'avoir les états d'âme, la tempête sous un crâne qui peut habiter de tels jeunes en 1990, rattrapés par cette mémoire. Il n'y a pas l'ordinateur, il n'y a pas Internet, il n'y a pas les téléphones portables. On est en 1990. On est un peu démunis quand on cherche une vérité ou quand on cherche simplement des morceaux d'histoire. Alors des morceaux d'histoire qui se trouvent dans un objet symbolique, la montre qui incarne quand même la question du temps. Est-ce que c'était cette question de transmission aussi que vous vouliez aborder, évoquer ? Oui, parce que le temps qui passe est un défi. Il efface les mémoires, il fait disparaître les témoins vivants. C'est de plus en plus difficile de rappeler aux générations d'aujourd'hui l'horreur d'hier. Elles regardent ça avec distance, oui bien sûr c'est horrible, mais enfin la peste noire en 1346 aussi c'était horrible. Le temps relativise tout. Et en même temps, nous avons affaire à des néo-nazis qui sont dans la nostalgie. Donc ils ont un rapport au temps cyclique où il faut faire réapparaître ce qui a été. Et d'ailleurs, dans leur mythologie de la supériorité raciale, le fait qu'il y ait de grands effondrements et de grandes renaissances, quelque part, ça participe de leur croyance. Donc le temps incarné par cette montre qui a réellement existé, c'était aussi une interrogation. Moi, je vais vous parler de 1990, ça a été frappant pour moi dans ma jeunesse. C'était il y a maintenant 35 ans. Quand j'en parle aujourd'hui à de jeunes collègues, pour eux, le cimetière juif de Carpentras, c'est un fait divers parmi d'autres. Pour moi, ça a été fondateur d'un certain rapport à l'extrême droite et d'une certaine relation à la lutte contre l'antisémitisme. Et donc, je me suis dit qu'en revivifiant ce souvenir qui m'était personnel, je participais à cette lutte contre l'érosion qui s'appelle le temps. Alors, à vous écouter, on entend que les démons du passé ne sont jamais très loin. Il y a en filigrane une sorte d'aller-retour entre différentes étapes du passé, vous l'avez dit, et puis l'actualité. Est-ce que c'est facile de trouver le ton juste entre plusieurs époques ? Il était assez facile de trouver des événements de cette année, de ce printemps-été 1990, où l'action se passait. Et
en grattant, on voit que ces événements, aujourd'hui, on les a oubliés, ils font sens. Tel événement diplomatique en URSS, c'était encore l'URSS, telle rencontre sportive, tel film, tel débat. Ça faisait assez sens. C'est venu à moi assez spontanément. Et Yves apportait un matériau historique qui, lui, était le matériau de 1933-1945. Et les effets de résonance étaient incroyables. Par ailleurs, ceux qui avaient 20 ou 30 ans au moment de l'ascension d'Hitler et de la guerre, ils avaient 80-90 ans en 1990. Ils étaient encore actifs. Certains n'avaient que 70 ans. Ils étaient encore dans l'action. Aujourd'hui, ils ont disparu. Et ça m'a beaucoup travaillé, mais ça n'a pas été trop difficile à intégrer à notre récit. Alors, il ne faut pas oublier que c'est de la fiction et que parfois le romanesque, le récit, permet de combler les manquements, enfin, ce qu'on ne sait pas, et puis surtout peut-être de rendre à un niveau plus intéressant des éléments du passé. Votre roman est très documenté, tout semble crédible, les lieux, les archives, les dialogues, même les décors. Comment vous arrivez à faire la part des choses entre la réalité historique et la part d'imagination ? Et quelle limite vous vous fixez entre les deux ? Il y a une limite que nous nous sommes fixés, c'est qu'on ne rattache pas cela à des personnages qui puissent être identifiés. Évidemment, Hitler et ses sbires les plus connus sont identifiés, mais par exemple, le personnage du grand-père de notre jeune héros allemand, l'aide de camp d'Hitler, il a vraiment existé. Il porte un autre nom que celui que nous donnons, mais il a vraiment existé et il a été jusqu'au bout avec Hitler. Et Hitler, en effet, l'avait au bunker avec lui. Donc on ne voulait pas qu'il soit identifié, donc on a légèrement décalé la réalité. Pour le reste, j'ai essayé de trouver des incarnations de personnages de fiction qui fassent sens avec l'histoire telle que nous la vivons aujourd'hui. C'est-à-dire que l'antisémitisme, c'est plus seulement une affaire d'anciens nazis. C'est une affaire de jeunes qui s'embrigadent dans des pseudo-sagas nordiques. C'est une affaire d'intellectuels qui cherchent à racialiser tous les sujets et qui veulent une sorte de revanche de la race blanche sur l'immigration et qui vont se rattacher au nazisme pour se renforcer. Et c'est évidemment ce qui nous vient d'Iran depuis 1979 et puis du Proche-Orient depuis ces dernières années. Donc j'ai tenu à rattacher cela. Et Yves, lui, a trouvé la bonne formule pour que les personnages qui ont véritablement existé et qui ont offert cette montre à Hitler, un sculpteur, Thorac, des dignitaires nazis, un industriel, eh bien, que ça parle aussi à aujourd'hui. C'est-à-dire que si aujourd'hui un nouvel Hitler surgissait, il trouverait aussi un industriel pour le financer, un sculpteur pour faire des statues à sa gloire. Et ça, c'était important pour nous de montrer que ce n'étaient pas des personnages hors du réel, mais bien des personnages très très concrets, et ils sont à l'origine de cette montre. Et puis on y a ajouté un troisième niveau. Il y a la réalité historique, il y a la fiction de notre roman, et il y a le mythe. Et le mythe, depuis la chute du nazisme, c'est deux choses. Le trésor des nazis. Ils ont caché quelque part de l'or, des tableaux. Et si on le trouve, on pourra financer le redémarrage du nazisme, le Quatrième Reich. Et puis le deuxième mythe, c'est Hitler n'est pas mort. C'était un faux suicide, il vit quelque part, ou bien il a des héritiers. Et ça, ces mythes-là, on les prend à la légère, on les prend à la rigolade, dans une ère comme la nôtre de complotisme, où le faux peut faire des millions de vues, des millions de clics en quelques secondes, il ne faut pas le prendre à la légère, il faut le combattre pied à pied. Alors on reviendra sur cette idée. Écrire aujourd'hui sur la Seconde Guerre mondiale, sur le nazisme, sur la persécution des Juifs, c'est une démarche courageuse. Certains pourraient dire que tout a été écrit, d'autres que l'on en parle trop. Est-ce que c'est une gageure ou au contraire une nécessité d'écrire sur la montre d'Hitler ? C'est une nécessité d'écrire aujourd'hui pour que l'on continue à lutter contre l'antisémitisme. C'est une nécessité de mettre les ressorts de la fiction et de la passion que ça peut créer chez les lecteurs au service de ce combat pour protéger les Juifs partout dans le monde et partout dans le temps, quels que soient les siècles, quels que soient les endroits. Il faut le faire avec des livres d'enquête très sérieux, il faut le faire avec des essais de réflexion, il faut le faire éventuellement avec des pamphlets, et nous le faisons. Moi, mon dernier livre, c'est un livre contre Jean-Luc Mélenchon. Mais il faut le faire aussi avec la fiction. Parce que quand un individu veut se distraire, avec un film, avec un roman, il faut quand même lui faire passer des messages essentiels. Et moi, je voulais absolument que ce roman soit crédible. Et évidemment, c'est faux. La montre d'Hitler telle qu'elle a été vendue il y a 3 ans n'est sans doute pas une montre bourrée de codes pour retrouver le trésor des nazis. Mais derrière ce faux, je veux qu'on se dise « Oui, mais ça pourrait être possible, ça pourrait être vrai. » D'ailleurs, il y a des gens qui croient au trésor des nazis. Il y a des gens qui le cherchent. Certains par cupidité, d'autres pour réveiller le nazisme. Et donc, il ne faut pas le prendre à la légère, même si nous le prenons par la fiction.
Alors justement, avec Yves Azéroal, vous êtes tous deux journalistes, observateurs attentifs de notre époque. Même si La montre d'Hitler est un roman historique, l'actualité n'est jamais bien loin de vos réflexions, vous l'avez expliqué. Dans le contexte que nous traversons, intérieurement et extérieurement, on espère évidemment la fin de la guerre à Gaza, ici. Qu'est-ce que cette espérance vous inspire ? Pensez-vous que la littérature, même de la fiction, peut contribuer à redonner du sens ou peut-être un peu d'humanité dans un monde aussi fracturé ? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, la fiction, comme toute la production intellectuelle, ça doit être une fiction de combat. Parce qu'il y a danger mortel. Et même si on peut espérer qu'on a passé le pire avec la libération des otages et qu'on va maintenant aller vers quelque chose de plus constructif. Néanmoins, on voit bien qu'il faut lutter. D'abord lutter. Et la fiction doit servir à lutter. Mais la fiction, elle sert aussi à espérer. Et on a le droit d'écrire des romans d'amour, on a le droit d'écrire des romans idéalistes, c'est même une nécessité. Quand on a travaillé ensemble avec Yves, je me suis aperçu que lui qui avait écrit Moufti, et qui montrait bien à quel point les racines de l'antisémitisme sont profondes, et à quel point l'alliance entre le nazisme et l'antisémitisme islamique est facile. Eh bien, il avait une imagination beaucoup plus débridée que moi. Moi, j'osais moins de choses, en disant non, quand même, comme il y a des événements sérieux, il faut qu'on reste dans le crédible, il ne faut pas que notre fiction soit trop époustouflante. Lui avait une liberté de romancier, alors qu'il avait enquêté plus que moi sur ces sujets-là. Moi, qui étais un journaliste plus politique, en fait, je me bridais plus dans le recours à l'imagination. Est-ce que vous avez des inquiétudes sur la réception de votre ouvrage qui sort aujourd'hui dans ce climat d'antisémitisme, parfois de boycott culturel, universitaire ? J'ai entendu des amis autour de moi dans un salon du livre où le responsable disait sur un livre qui avait trait à la Shoah, eh bien, il faut choisir son camp. Est-ce que ça vous inquiète ? Est-ce que ces accros à la liberté de penser, de créer, pourraient cesser avec cet espoir de paix que l'on sent à Gaza ? Je n'ai pas d'inquiétude majeure par rapport à un roman. Néanmoins, je sais bien ce qu'on va nous reprocher. On va nous reprocher d'abord de toujours remettre les Juifs en victimes comme s'ils étaient les seules victimes à travers la planète. Et donc voilà, on connaît ce discours. Et puis la deuxième chose, c'est toujours d'essayer de faire le pont entre l'antisémitisme qui appartient au passé, un passé qui peut revenir, c'est-à-dire le nazisme, et puis l'antisémitisme nouveau qui nous est arrivé avec l'islamisme politique. Et pour moi, la date de 79, la prise de pouvoir à Téhéran par les mollahs, c'est un moment fondamental de relance de cet antisémitisme islamiste qui existait avant, mais qui là a trouvé une puissance planétaire. On va nous reprocher ça. On va nous reprocher de ne pas avoir fait un livre que sur le passé. Voilà. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas céder. Il ne faut pas céder, il faut montrer que les fils se tissent jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, il y a aussi un véritable espoir de paix si on croit à la solution à 2 États. Et là, c'est un débat fondamental. Il y a ceux qui n'y croient plus, il y a ceux qui y croient encore. Moi, je fais partie de ceux qui y croient encore. Alors, est-ce que les derniers épisodes diplomatiques, c'est-à-dire à la fois la pression de Trump pour aboutir au cessez-le-feu et à la libération des otages, mais aussi la reconnaissance de la Palestine par Emmanuel Macron et d'autres pays étrangers, est-ce que ça va dans le bon sens ? Hélas, on ne le saura que plus tard. Peut-être dans 2 ans, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20 ans. Et quand on le saura, ça sera trop tard. On se dira c'était une erreur ou c'était une bonne idée, mais on ne pourra pas revenir en arrière. Mais moi, je fais partie des optimistes. Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom, en compagnie de Christophe Barbier, qui nous parle de son nouveau roman, La montre d'Hitler, paru chez Studio Fact Éditions. L'histoire parfois se rejoue avec les mêmes acteurs sous d'autres masques. On sent une écriture très visuelle, presque théâtrale, cinématographique. On connaît votre parcours. Il y a Yves le documentariste et vous l'homme de théâtre. Ça se sent. Il y a dans ce livre, au-delà du sens du dialogue, du rythme, du décor, une mise en scène des personnages, dont la jeune comédienne qui passe des auditions et qui vient du monde du théâtre, et puis des citations de pièces de théâtre parmi les plus connues. C'était fondamental pour vous de glisser cet attachement, à cette passion pour le théâtre ? Ah oui, tout à fait. C'était vraiment important pour moi, pour plusieurs raisons. D'abord, comme je vous l'ai dit, au début, on a aussi écrit une pièce de théâtre avec Yves. Donc, on avait déjà un peu cette présence-là. Ensuite, cette jeune fille qui a une vingtaine d'années en 1990, c'est moi. Mia, c'est moi. C'est comme Madame Bovary, c'est moi. Moi, j'étais jeune et je faisais du théâtre et voilà. Et j'ai découvert l'actualité tragique de notre monde en même temps que je continuais à faire du théâtre. Moi, en amateur, elle en fait son métier. Puis troisièmement, j'adore écrire des dialogues.
Je suis plutôt un auteur d'essais politiques. J'ai écrit un seul roman, c'est celui-ci, mais j'ai écrit d'autres fictions qui sont des fictions théâtrales. Et ce que j'aime dans le théâtre, c'est la pureté de la parole nue. Il y a le dialogue. Éventuellement, on peut indiquer des silences. Tout le reste est laissé à la libre imagination du lecteur. Le physique des personnages au théâtre, le décor, l'ambiance, le ton, la rapidité, tout cela, le lecteur le décide. Il est le metteur en scène de la pièce de théâtre qu'il lit. Dans le roman, on lui donne beaucoup de choses. On lui donne la couleur des vêtements, on lui donne le temps qu'il fait, les meubles, le lieu. Et donc, on l'enferme quelque part dans l'imaginaire de l'auteur. C'est pour ça que le plus souvent possible, j'ai écrit des passages uniquement dialogués. Et notamment, je tenais absolument à ces premiers chapitres dans la première partie où on remonte dans les années 45-55 et où le personnage du nazi, l'aide de camp d'Hitler, est interrogé par les services secrets soviétiques. Et on n'a que le PV d'interrogatoire. Question, réponse. Rien. Je ne donne aucun autre élément. Et ça, c'est ce qui a été le plus agréable à écrire pour moi. Yves maîtrisait la narration historique de prose, si j'ose dire, et moi, j'y ai mis une narration historique dialoguée. Qui rafraîchit beaucoup la lecture et la densité parfois des informations données. Vous parliez d'une adaptation au théâtre. Est-ce qu'il est envisageable qu'elle soit rejouée prochainement ? J'espère. On avait fait une lecture qui était très encourageante. Dans le théâtre, la part de comédie l'emportait beaucoup. Il y avait beaucoup de scènes cocasses, tragicomiques. Et j'espère qu'on trouvera un théâtre qui ira au bout de cette aventure. C'est difficile en ce moment au théâtre de dire, voilà, je vais vous parler d'Hitler, je vais vous parler du nazisme, il y aura peut-être une croix gammée sur l'affiche. Le théâtre est extrêmement, extrêmement frileux. J'ai eu la chance de coproduire une pièce qui s'appelait Rentrée 42 et qui racontait l'histoire d'une école en octobre 1942 à Paris où il n'y a plus d'élèves parce qu'il y a eu la rafle du Veldiv. Et donc, on attendait une trentaine de jeunes élèves, des filles, et elles ne sont pas là. Et ça crée évidemment beaucoup d'interrogations et de troubles parmi les enseignantes. Et cette pièce, qui avait eu un succès colossal à Avignon, a eu du mal ensuite à tourner. Parce que d'un seul coup, c'était devenu gênant. Après, il y avait eu le 7 octobre. Et d'un seul coup, les théâtres, les municipalités étaient frileuses. On n'a rien contre. Non, c'est pas de la censure. Mais on ne veut pas qu'il y ait des incidents. On ne veut pas qu'il y ait de troubles à l'ordre public, comme on dit. Donc on enlève les signes trop visibles sur l'affiche, une étoile jaune, elle devient gênante, l'évocation de la communauté juive de la rafle du Veldiv, ça devient gênant. On y reviendra plus tard, rassurez-vous, mais pendant quelque temps, n'en parlons pas. C'est ça qui me fait peur. Et au théâtre, c'est très sensible parce que c'est du spectacle vivant, c'est économiquement très fragile, et puis on a du public. C'est pas comme un livre. Il y a du public, le directeur, il accueille 150, 200, 300 personnes dans une salle, il a très peur qu'il y ait des incidents. Et donc, ça rafraîchit un peu trop, ça réfrigère les audaces. Il faut de l'audace, comme cette couverture où il y a cette Svatika à moitié. Et je dois vous avouer que le livre, je l'ai lu en partie dans les transports en commun. Et je ne m'étais pas aperçue que quand je le sortais, je voyais des regards sur moi et j'ai compris après pourquoi. Oui, il y a une gêne. Donc, il y a et pourtant, on a les héros qui sont là en train de courir. On voit bien qu'on est plus dans un roman épique d'aventure, peut-être d'ailleurs parodique. Ça pourrait être Papy fait de la résistance. Non, ça gêne. Alors une gêne ou peut-être de l'interrogation ou l'envie d'aller plus loin et de savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce roman. Peut-être. C'est redevenu quelque chose qui intrigue. Je ne voudrais pas être trop pessimiste, mais dans les temps que nous traversons depuis le 7 octobre 2023, j'ai peur que cette interrogation soit souvent hostile. Oui, c'est pour ça qu'il faut le faire et l'assumer. Vers l'espoir. Alors dans ce roman, il y a aussi quelque chose qui est interrogé, c'est la possibilité de la rédemption, on va être dans le positif, du dépassement du passé. Le nazisme que vous décrivez, notamment à travers Julius Straub, vous avez expliqué que c'était un personnage qui était totalement inventé. Eh bien, son nazisme est viscéral. Il est inscrit dans la chair et dans sa mémoire, et même jusqu'aux derniers instants de sa vie, il ne s'en départit pas. Est-ce que ça peut être possible, des personnages comme ça, qui n'ont jamais fait leur mea culpa, qui n'ont rien regretté ? Et est-ce que c'est facile de dépeindre un tel personnage sans tomber dans la caricature ou le manichéisme ? Il y a forcément, non pas de la caricature, mais il y a forcément de l'excès quand on peint un personnage comme cela, parce que même s'il ne faut jamais détester ces personnages, celui-là, on ne peut pas l'aimer. Donc à un moment donné, on veut le débusquer. Et on veut que par un trait verbal ou par une attitude ou un détail physique, il soit franchement antipathique. Voilà. On veut quand même se venger du personnage qu'on a soi-même transporté. Et il l'est. Et il l'est. Et moi, je pense qu'il correspond à un type, et j'en suis intimement persuadé, le type du nazi indécrottable, irrécupérable.
Je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas être déradicalisé. J'emploie ce terme volontairement parce que le nazisme était une radicalisation, l'islamisme en est une autre. On a eu l'illusion, il y a quelques années, après les premiers attentats sur notre territoire, qu'on pouvait déradicaliser un jeune et qu'en y prenant du temps, il allait reconnaître son erreur et revenir dans le droit chemin. Ce n'est pas vrai. Je ne crois pas à la déradicalisation. Je pense qu'à un moment donné, il y a quelque chose de mental, de psychique, qui est verrouillé et qu'on n'arrivera jamais à déverrouiller. Alors, je veux bien être démenti par toutes les rédemptions possibles, mais je pense qu'il y a aujourd'hui des personnages dans notre société qui sont comme Julius Straub, des nazis irrécupérables. Bon, pourtant, il y en a de moins en moins qui ont connu évidemment le nazisme, qui en ont été contemporains, mais ceux qui y adhèrent après, y adhèrent de manière sectaire, c'est-à-dire que quand bien même le monde entier leur dirait qu'ils ont tort, ils verraient dans le monde entier un complot juif. Et donc, il ne faut pas avoir d'espoir de les récupérer. Et le jeune Hans va buter sur cette impossibilité, même avec tout l'amour du petit-fils pour son grand-père et toute la patience, cette impossibilité de ramener du côté de la lumière ceux qui sont passés du côté obscur de la force. Et qui fait résonance évidemment dans l'actualité. À la peste brune se superpose une sorte de peste qu'on pourrait appeler verte. Oh mais bien sûr, il y a ces deux pestes qui sont là, il y a la peste aussi rouge-brune, c'est-à-dire ceux qui pensent dans l'islamo-gauchisme arriver à la révolution rouge, leur communisme indécrottable, en manipulant les islamistes, parce que les islamistes vont leur fournir les hordes prolétaires des banlieues. Et donc toute cette illusion-là, du rouge-brun, du brun-vert, nous emmène à la catastrophe. Donc il faut lutter pied à pied. Et ils ne sont pas récupérables. Il y a des cyniques parmi eux, des opportunistes. Ceux-là, en leur tapant sur les doigts, on les ramènera peut-être du bon côté. Mais il y a ceux qui sont dans la croyance la plus absolue. C'est au-delà même du dogme. Je pense que ils ne sont accessibles ni aux arguments rationnels, ni à la menace, ni à la punition. Il faut juste les cantonner, les enfermer, les endiguer, les tenir en respect. Sans espoir de les convaincre, mais il faut les tenir en respect. Et c'est une tâche sisyphéenne, c'est une tâche désespérante, mais c'est une tâche nécessaire. Julius Straub a fait beaucoup d'émules. Alors, quel que soit son camp, il y a forcément dans ce livre un écho à nos propres histoires familiales, à ce que chacun de nous hérite, consciemment ou non, de l'histoire. Au fond, ce roman, c'est une histoire de transmission, des héritages qui se répondent, des générations qui cherchent à comprendre. Est-ce que finalement, c'est pas ça le message de votre livre, ce besoin de savoir d'où l'on vient pour savoir qui l'on est? Oui, les deux jeunes personnages ont en commun d'avoir des relations compliquées ou absentes avec leurs parents, et d'être dans une relation forte avec leur grand-père. Et donc la transmission est d'un seul coup décuplée. C'est une transmission au carré, si j'ose dire. Et c'est très important. Qui n'a pas dans sa famille un grand-oncle, un grand-père qui a fait une guerre, la guerre d'Algérie maintenant, parce que c'est la plus récente, pour certains encore peut-être la Seconde Guerre mondiale, et ses ancêtres, ses aïeux en parlent peu, ou au contraire en parlent trop parfois. Qu'est-ce que ça cache? Quelle est la réalité de leur guerre? Et on n'ose pas demander. Et donc, cette transmission, elle est quand même nécessaire. Et il faut que les jeunes générations aient le courage de l'affronter. C'est-à-dire d'apprendre la vérité d'un grand-père ou d'un grand-oncle. Et si cette vérité est désagréable, ne pas le détester. C'est-à-dire ne pas couper les liens du sang, parce que d'un seul coup, il y aurait quelque chose d'inacceptable. Il faut vivre avec les deux. Ça ne sera pas moins mon grand-père, ça ne sera pas plus un héros. Il a commis des choses impardonnables, il est impardonnable. C'est mon grand-père, je lui pardonne. Et oui, c'est inconciliable. On pardonne ou on pardonne pas, on ne peut pas faire les deux. Eh bien si, il faut faire les deux. C'est impardonnable, mais je lui pardonne parce que c'est mon grand-père. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui est dans beaucoup de ma génération, dans beaucoup de personnes de ma génération, a été une angoisse très forte. Apprendre sur un grand-père, un grand-oncle ou un père, une vérité atroce. Ça, c'est terrible. Je vais vous poser une question plus personnelle, je me permets. Vous avez écrit ce premier roman avec Yves Azerwal. Est-ce que c'était plaisant? Ah oui, oui, c'était très agréable. Ce qui était agréable, c'est le chemin. Totalement chaotique, parce que quand on a commencé, c'était un documentaire. Assez vite, ça a été une pièce de théâtre. Puis le roman s'en est mêlé. Et puis après, on s'est dit non, la pièce va se faire, donc le roman, on verra plus tard. Et puis la pièce ne s'est pas faite, le roman est revenu. Et ce heureux hasard qui fait que finalement, il y a un roman au bout, ça, c'était très agréable. Très agréable. Et puis, c'est très agréable de travailler avec Yves, parce que c'est pas du travail, justement. Lui, il est parti, il a livré d'abord une version quasi complète. Donc moi, je suis arrivé dans un terrain déjà balisé. Donc j'ai pas eu l'impression de travailler. J'ai eu l'impression de m'amuser, de tailler un jardin, puis de le redessiner autrement. Donc, et puis d'avoir un partenaire qui allait m'apporter des choses que je n'avais pas
auquel je n'avais pas pensé, de me surprendre, de me faire rire. Parfois, je lui dis, ah bah non, ça, c'est pas possible. Et puis, j'ai pris d'autres chemins. Non, c'était très agréable. Et puis, on était dans cette maison d'édition, la Studio Fact, où on a eu des partenaires de jeu aussi très audacieux. C'est-à-dire, comme c'est une maison qui fait de la production audiovisuelle, du roman, de la fiction, tous les codes étaient permis. Et ça, c'est agréable. Ça, c'était très agréable d'avoir cette culture protéiforme de Studio Fact. Est-ce que c'est possible d'envisager une nouvelle collaboration ou peut-être que vous l'avez déjà commencé? On n'a rien remis en chantier, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un romancier né. J'étais plutôt porté vers l'écriture d'essais ou de pièces de théâtre. J'ai pris du plaisir à écrire ce premier roman parce que c'est aussi un roman historique. J'aurais du mal à écrire un roman qui se passerait en 2025 et qui serait une histoire d'amour. J'ai pas du tout l'intention de faire de l'autofiction, c'est pas des genres qui m'intéressent. Mais je trouve que le roman historique apporte la rigueur et la liberté. On peut pas dire de bêtises sur un modèle de voiture, sur un uniforme d'officier allemand ou d'officier napoléonien, et en même temps, on a une immense liberté dans les interstices du temps. Et j'ai trouvé ce mélange rigueur et liberté, c'est-à-dire la reconstitution journalistique, historique, et l'imagination du romancier, j'ai trouvé ça très très agréable. Yves avait plus d'expérience que moi en la matière, avec Faubourg-Montmartre, avec d'autres écrits, et lui, il était déjà dans la jouissance de cette écriture. Moi, je l'ai découverte. Il y a une question devenue rituelle pour conclure cette émission. Si, en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom de lire votre roman ou de l'offrir, qu'est-ce que vous leur diriez? Je leur dirais d'abord que le passé le plus horrible peut toujours revenir et qu'il faut rester semper vigilans, comme disaient les Romains, toujours vigilant. Et puis la deuxième chose que je voudrais leur dire, c'est que face à ce mal toujours réincarné, toujours revenant, eh bien quand on a de la jeunesse, de l'idéalisme, le goût de l'aventure, on gagne toujours à la fin. Et ces romans, c'est cela, c'est quand même on gagne à la fin. Merci beaucoup pour cette jolie conversation. Vous l'avez compris, hein, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Pour tout ce qu'il aborde, un thriller historique, c'est haletant, l'écriture est claire, la mémoire, les citations théâtrales, la culpabilité et puis finalement l'espérance. Donc un livre à lire, à offrir. Merci aux auditrices, aux auditeurs de Radio Shalom de leur fidélité. J'espère, Christophe Barbier, qu'on se retrouvera prochainement dans les studios de Radio Shalom. Avec grand plaisir, Sandrine. Merci à tous.